Bonsoir à tous. En épigraphe à la mission de ce soir, consacrée au besoin de croire, je voudrais simplement vous lire ces 5 vers de Verlaine, extraits de Sagesse. Donnez-leur, ô mon Dieu, la résignation, toute forte douceur, l'ordre et l'intelligence, afin qu'au jour suprême, ils gagnent l'indulgence de l'agneau formidable en la neuve Sion, afin qu'ils puissent dire, au moins, nous sûmes croire. Alors à ma gauche, Jacques Ellul, historien, sociologue, théologien, une quarantaine de livres. Vous êtes célèbre, m'a-t-on dit, aux États-Unis, en Pologne. Mais bizarrement, le grand public français ne vous connaît pas beaucoup. Alors j'espère qu'à la fin de cette émission, il vous connaîtra un peu mieux. J'ajoute que vous êtes un protestant bordelais et que vous venez de publier 2 livres, La foi au prix du doute aux éditions Hachette Littérature et La parole du milieu aux éditions du Seuil. Alors évidemment, nous parlerons davantage du premier que du second. Et puis à votre gauche, Claude Roy, qui est poète, romancier, historien, qui a écrit des livres pour les enfants, des livres sur l'art, etc. Et puis qui est critique littéraire au Nouvel Observateur, et vous venez de faire paraître aux éditions de Gallimard un ouvrage intitulé Les chercheurs de Dieu, et dont le sous-titre est Délivrez-nous des dieux vivants, des pères du peuple et du besoin de croire. En face, Pierre Petit-Fils. Alors, c'est vrai que votre vie professionnelle, c'était la banque? Vous étiez Oui. banquier. Ah non, pas banquier, pas Ah bon? banquier. J'étais expert dans une banque. Enfin, vous êtes un financier. Ah non, j'ai jamais été dans le département financier. J'étais au Crédit Foncier de France et j'étais chargé d'expertise. Ah oui, enfin quand même, vous n'occupiez pas de littérature. Là, Non, pas de Bon, alors écoutez, c'est d'autant plus extraordinaire, c'est que vous êtes un spécialiste de Rimbaud et de Verlaine. Oui. Vous avez consacré plusieurs ouvrages à Rimbaud. Oui. Et vous êtes ici pour une biographie de Verlaine qui est parue chez Julliard. Et puis, à ma droite, un homme qu'on voit très très peu à la télévision française, c'est bien dommage, je crois que nous sommes très nombreux à le regretter, c'est Henri Guillemin. Henri Guillemin, vous êtes là pour une biographie, enfin non, c'est pas une biographie, une étude sur Charles Péguy, qui paraît aux éditions du Seuil. Et alors je rappelle que vous avez écrit, enfin je rappelle pour ceux qui l'ignoreraient, que vous avez écrit des ouvrages qui font autorité, et certains ont même fait scandale, sur des grands écrivains français, c'est-à-dire Rousseau, Vigny, Hugo, Lamartine. Vous êtes né à Mâcon, et puis Claudel, et d'autres. Vous êtes aussi un historien, vous avez consacré des livres à Jeanne d'Arc, qui a fait grand bruit aussi, à la guerre de 70, au coup d'État du 2 décembre, etc. Et puis, donc ce livre, de 500 pages, 20 ans de travail, oui, 20 ans de travail, de lecture. J'ai commencé en 59, c'est 59. Oui. Alors, comment... Alors, moi, je voudrais savoir tout de suite, au fond, il y a 20 ans, c'est quand même beaucoup 20 ans. Oui. Quel était votre état d'esprit vis-à-vis de Péguy il y a 20 ans et votre état d'esprit aujourd'hui? Ben, je ne le connaissais pas, figurez-vous, il y a 20 ans. J'avais lu des morceaux choisis, comme tout le monde. Et puis je me suis mis, sous la poussée de Mauriac, je le raconte du reste dans mon... Je me suis mis à tout lire, et je me demande s'il y a beaucoup de gens qui ont tout lu, Péguy. C'est même difficile aujourd'hui, parce que vous n'ignorez pas qu'il y a encore des textes de Péguy qui sont presque inconnus, puisque dans les cahiers de la quinzaine, il y avait souvent des textes qui n'ont pas été reproduits, ni dans l'édition de la Pléiade, ni dans ce qu'on appelle les œuvres complètes. Alors je me suis tout envoyé. Et là, évidemment, le personnage s'est modifié devant moi. J'étais très péguiste, je le suis du moins, je l'aime beaucoup, il faut que je vous explique ça, j'y tiens. Mais il est évident que quand je l'ai vu, par exemple, se comporter à l'égard de Jaurès comme il l'a fait d'une manière que je trouve affreuse, bon, je ne connaissais pas Jaurès, mais à l'égard de Lucien R, que je connaissais, ça m'a atteint personnellement. Alors l'image s'est modifiée, c'était plus un personnage simpliste, un personnage très complexe, pour lequel j'ai une espèce de tendresse, mais en même temps, j'ai eu quelquefois un moment de colère, en fait, tellement je l'ai trouvé injuste et cruel. Voilà ce qui m'est arrivé. Enfin, quand on lit cet ouvrage, qui évidemment prouve votre connaissance extraordinaire de l'œuvre de Péguy, c'est vrai, mais on sent très bien quand même que maintenant, après avoir 20 ans d'intimité avec lui, vrai, vous ne le trouvez pas très sympathique, finalement. Si. Je trouve, vraiment, je trouve que cet homme n'a pas cessé de souffrir, qu'il y avait en lui une pureté profonde, mais qu'en même temps, il avait une telle rage de parvenir qu'il a fait des choses que je trouve très cruelles et inadmissibles. Oui. Mais au fond de moi, j'aurais aimé le connaître. Et j'ai le sentiment qu'il a fait des choses très nobles, très pathétiques. Vous savez, je ne sais pas si vous avez lu cette histoire de Madame Gorius. Est-ce que vous vous rappelez ça? Nous avons appris ça en 1938. C'est Madame Fabre qui a raconté. Madame Gorius, qu'il avait connue en 1894. Il va mourir en 14. Quand il s'est occupé d'une conférence à Saint-Vincent-de-Paul. Il n'a pas cessé, tout au cours de sa vie, d'aller la voir de temps en temps, perdre son temps avec elle, lui acheter des fleurs, lui acheter de la nourriture, jouer aux cartes avec elle.
Vous savez, donner de l'argent, on peut, mais donner de son temps, il l'a fait. Ouais. Et bien ça, c'est une chose considérable dans lui. Quand j'apprends aussi, quand il avait 22, 23 ans à l'école normale, il allait chercher exprès des légumes pour son petit truc qui s'appelait la miette de pain, je crois, la mie de pain. C'est magnifique. Enfin, c'est un homme qui payait de sa personne. Donc je sais très bien qu'il y a des choses en lui qui me révoltent, mais en même temps, je suis très attiré par le Oui, mais vous personnage. dites quelque part, et aussi vous le rencontriez aujourd'hui, vous disiez, je lui serrais la... Oui, je lui crois. donnerais peut-être même mes Les deux deux mains. mains, oui. Mais je me dis, si Peggy avait lu votre ouvrage, est-ce que lui Bah, vous serrait la main? Je pense que non, il serait fâché. Il serait fâché quand même. Mais Il serait oui, fâché. certainement. Il serait très, Parce très que je suis obligé de dire des choses. Vous savez, je lui ai donné tout le temps la parole. Hein. C'est pas moi qui parle, j'enregistre. Hein. Et perpétuellement, on l'entend. Et il dit des choses extraordinaires sur lui-même. Alors, c'est quand même l'homme, tel qu'il apparaît dans votre livre, l'homme des volte-face. C'est tout à fait vrai. Ouais. Et 3 volte-face, enfin, parce que quand il s'est converti au socialisme, il venait déjà d'autre chose. Hein. Puis alors ensuite, il va quitter le socialisme, et au point même de renier l'affaire Dreyfus en 1913. Alors que Dieu sait s'il l'avait porté au pinacle. Vous vous rappelez, dans notre jeunesse, il disait c'est une affaire élue. Et puis en 1913, il dit oh, pendant 40 ans, il ne s'est rien produit en France, à peine un petit pli dont nous avons voulu faire des montagnes. Mais c'est un reniement terrible. Oui. Alors ça me nave. Oui, ça me nave. D'ailleurs, avec ce livre, vous donnez raison à Bernard-Henri Lévy, qui a publié un livre il y a peu de temps et qui... Je sais, attention, attention. Hein. Ah. D'abord, mon livre était déjà fait lorsque Bernard bien Lévy a sûr, publié le ça, sien. Et d'autre part, il va un peu trop fort quand il dit que c'était un fasciste. Néanmoins, faites bien attention à ceci, qu'il n'invente pas ça, étant donné que Brasillac d'une part, que Drigue La Rochelle d'autre part, disait c'est un pré-fasciste, et surtout, son fils, en 1941, hein, son fils Marcel Peggy, dans un livre de 41, donc sous Vichy, a dit mon père était le premier des nationaux socialistes. Alors, vous connaissez, ça doit faire plaisir à Bernard-Henri Lévy, je le comprends. Ouais. C'est vrai, quoi. Alors, c'est l'homme aussi des échecs. C'est vrai, et toute sa vie, ça a été des échecs. Hein. Oui. Il Alors, n'a pas réussi. Dans sa vie privée, d'abord. Mais sa vie privée, Oui. parce que je crois qu'avec sa femme, ça ne marchait pas très fort. Il avait des ennuis avec ses enfants, il était horriblement triste en 1914, je Oui. dis bien, en mai 14, lorsque son fils, qui ne pouvait pas voter, mais lui avait dit, moi je voterai contre la loi de 3 ans, ça l'avait mis en dehors de lui. Du côté de celle qu'il aimait, Blanche Raphaël, pas beaucoup de réponses. Alors, sur tous les plans, quoi. C'était un homme raté, Oui, il va avoir malheureux. des prix littéraires, il les a pas eus. Il avait tellement désiré avoir son prix de l'Académie. Oui. Oui, L'Académie c'est un homme française. Ah ben, il n'a pas osé se présenter, quoi. Oui, Le il a barrage, pas- il cela poussait, dit, mais en disant... on peut penser que s'il avait vécu, s'il n'était pas mort à la guerre, il aurait peut-être été élu à l'Académie française. C'est possible. On c'est- peut le penser. Mais alors, les échecs, est-ce que vous pensez qu'alors que son œuvre est un échec? Partiellement, oui. Hein. Elle est tellement polémique, on ne s'en rend pas compte. Hein. Ils se déchaînent contre les uns et les autres. Et cette polémique de Peggy, je la trouve quelquefois vulgaire à l'égard de Jaurès. Il a été grotesque, enfin, disant des choses épouvantables. C'est pas la peine que je les cite ici. Il y a l'air de Lucien R. qui lui avait sauvé la vie. Vous savez, Lucien R. avait donné 30 000 francs de sa poche pour essayer d'empêcher Peggy de plonger dans une banqueroute dite frauduleuse, ce qui était du reste injuste. Et après, il le traite de Tartuffe, puisqu'il lui applique le mot « la maison est à moi, c'est à vous d'en sortir », alors que le pauvre Lucien R. avait fait tout ce qu'il avait pu pour lui. Ce sont des choses que j'avale difficilement. Mais en même temps, il faut bien que vous vous rendiez compte que c'est un homme dont je me sens proche, en me disant « c'est un malheureux, c'est un type souffrant ». Oui, vous dites souvent que c'est un malheureux. Ah oui, je crois que c'est un pauvre type. Hein. Oui. Oui, alors, n'empêche que les péguistes, alors là, vraiment, là, tonnent Peggy. contre vous. Bah oui. Tonnent contre vous. Mais- Et vous l'aviez prévu. Dans le Mais- début, vous le dites. Vous savez bien qu'il y a une chapelle Peggy, alors Oui. les sacristains deviennent quelquefois convulsionnaires. Oui. Oui. Alors, par exemple, là, dans Témoignages chrétiens de cette semaine, c'est le affreux. grand-père Duployer, d'ailleurs, auquel vous consacrez vos 10 premières lignes, que vous éreintez dans vos 10 premières lignes. Vous vous rappelez? Bon, moi, je me rappelle pas, non. Bah, si, les 10 premières. Alors, évidemment, Il est là, fâché. malheureux Guillemin, il est fâché. Alors, il dit ici, non pas faire ici une biographie de Peggy, mais ce qu'on pourrait appeler un éreintement de Peggy. Oui, ben, c'est pas vrai, c'est pas Vous un pensez miracle. pas? Mais non, parce que je donne la parole à Peggy, il dit des choses sur lui-même. Vous avez vu les quatrains, enfin, j'ai jamais vu un homme faire une autocritique de soi-même comme il l'a fait lui, avec une violence que je ne suivrai pas. Quand il s'appelle déserteur, as-tu assez baisé la croupe de turpitude, des choses d'une violence incroyable. Mais moi je dis pas ça, Peggy le dit sur lui-même. Alors ça c'est à son avantage, d'un homme qui a été courageux pour se regarder dans la glace et se faire peur. Oui. Jacques Ellul, vous ne soyez pas un péguiste des fois? Si, je suis extrêmement péguiste. Alors je prends... Triste, ce que j'ai fait. Triste dans la mesure où il me semble que c'est la personne qui est attaquée. Moi, je veux très bien, j'admets très bien que Peggy ait changé et qu'il ait eu des volte-face dans la vie de Peggy. Il y en a dans beaucoup de vies, des volte-face. Mais par exemple, il y a des interprétations que je ne suivrai pas quand Peggy dit qu'il n'a pas renié sa jeunesse. On peut avoir changé et reconnaître que l'on a changé sans renier ce que l'on a fait. De même au sujet de l'affaire Dreyfus. Moi je dois dire par exemple, quand je compare par exemple ma position avec la résistance, je dirais qu'en 1945, je trouve que la résistance était un désastre.
quand j'ai vu ce que l'on en a fait. Oui, je comprends. Et j'ai l'impression